Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Abonnez-vous à notre podcast sérieux, mais pas trop, conçu pour les passionnés d'histoire qui veulent tout comprendre sur ces peuples, leurs aventures, leurs coutumes et leurs territoires durant le premier millénaire. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram et sur notre site internet à meropodcast.fr. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou à nous donner des étoiles sur votre plateforme de balado favorite. Ceci est l'épisode 47. Go contre Franc, match retour. Arbogast a-t-il tué Valentinien II ? Le plus fameux cold case de la région Rhône-Alpes, datant du IVe siècle, reste débattu jusqu'à ce jour entre historiens antiques et modernes. Strangulation déguisée façon moscovite ou suicide d'un homme poussé à bout ? Les deux sont possibles, mais c'est forcément l'un ou l'autre. Sur ça, il n'y a plus trop de doute. En tout cas, en 392, la longue descente aux enfers de Valentinien II prend fin, et avec lui, la brève dynastie lancée par son père à la mort de Julien dans les années 360. Et comme tout changement de régime dans l'Empire romain, celui du début des années 90 ne va pas déroger aux vieilles habitudes de la bonne guerre civile pour accoucher d'un nouveau monde. Une transformation d'importance pour les Francs d'Empire, comme nous allons le voir dans cet épisode. Qui a tué l'empereur Valentinien II ? La brutalité et l'arrogance d'un homme comme Arbogast rendent l'hypothèse d'un crime commandité par le maître de la milice assez crédible. Le Franc a très bien pu en avoir assez de supporter un pseudo-maître aussi inutile et se convaincre que de débarrasser l'Empire de ce minable passerait sans trop faire de vagues. D'ailleurs, les lettres de désespoir restées sans réponse à l'empereur d'Orient et à saint Ambroise de Milan prouvent assez que, dans les derniers mois de sa vie, Valentinien craignait physiquement Arbogast. Que ce soit sur un coup de tête ou par calcul, notre Franc a bien pu imaginer que sa position d'homme super efficace et utile à Théodose le mettrait à l'abri des conséquences de son acte. Tout le monde accepterait bien son coup de force, en faisant semblant de croire à cette histoire de suicide pour vite tourner la page, à commencer par l'empereur de Constantinople. Mais le suicide reste tout de même la théorie favorite des historiens. Choyé toute son enfance par sa mère, entouré d'une cour de serviteurs le cajolant à Milan ou à Vienne, supportant ses caprices, on peut facilement imaginer que le jeune homme avait besoin d'être constamment flatté, au moins pour entretenir la mascarade de son soi-disant rôle officiel d'empereur. Sauf qu'il est peu probable qu'Arbogast ait été un bon flatteur, capable de prendre sur lui et d'apaiser les choses pour maintenir les apparences alors que Valentinien grandissait. Il aurait fallu ne pas humilier le jeune homme inutilement pour maintenir la comédie de son pouvoir aux yeux de tous à la cour. Mais il n'est pas sûr que le Franc ait eu la patience de jouer trop longtemps à ce petit jeu-là. Après avoir supporté pendant des années d'être ignoré par Gratien, méprisé par Magnus Maximus, mis au placard par Théodose et dominé par sa mère la belle Justine, recevoir des ordres d'un barbare et se faire humilier en public lors de la scène du décret déchiré, tout ça plaide pour le coup de grâce dans l'ego du jeune Valentinien, qui n'aurait pas digéré ce dernier tourment et aurait préféré en finir. Oui, et puis surtout, l'autre gros argument en faveur du suicide, c'est qu'apparemment, Arbogast n'a pas de plan B bien clair à dégainer en mai 392 à la mort de Valentinien II. Premièrement, il est obligé de crier sur tous les toits que ce n'est pas lui le coupable, qu'il n'y est pour rien, ce qui n'est pas le meilleur signe pour projeter de la confiance et de la sérénité, voire instiller un climat de « tout va bien monsieur le patricien ». Et puis surtout, si Arbogast ne voulait pas devenir empereur lui-même, et que son objectif était de rester le maître réel, mais caché dans l'ombre du pouvoir à l'ouest, façon seigneur Scythe, on ne voit pas trop l'intérêt de dézinguer un fantoche comme Valentinien II. C'est pas comme s'il pouvait espérer un remplaçant moins pénible que le gamin inepte de Vienne
qu'il avait visiblement à sa main. Quoi qu'il en soit, en bon padawan, Arbogast va devoir maintenant essayer de faire passer la pilule à son maître officiel, Dark Theodosius. Oui, mais Arbogast a dû vite comprendre qu'il avait franchi la ligne jaune. D'abord, tuer un empereur ou passer juste pour son bureau fait partie des gros tabous qui peuvent rarement rester impunis dans l'Empire. Aucun empereur en place n'aime trop que ce genre de pratique ne rentre dans les mœurs. Ça peut donner trop de mauvaises idées à trop de gens. Que des barbares aient commencé à se rapprocher du trône et à prendre du pouvoir depuis des décennies, c'est une réalité. Mais de là à s'improviser comme faiseur d'empereur, c'est une toute autre histoire quand même. Deuxième problème, le seul atout de Valentinien II les dernières années de sa vie, son seul soutien, c'était évidemment sa petite sœur, la belle Gala, fille de Justine et épouse de Théodose. Et Gala, elle, n'a sûrement pas digéré la mort de son frère et ne gobe pas les explications vaseuses communiquées par Arbogast. Elle se met apparemment en rage à la nouvelle de la disparition de son petit frère et va se mettre à harceler son mari pour qu'il ne laisse pas le crime impuni. Elle devient, de fait, un opposant implacable pour Arbogast qu'il sera difficile de faire taire. S'il est réaliste, Arbogast doit comprendre rapidement qu'il risque sa place et sa tête quand même avec un scandale pareil, surtout que l'empereur de l'Est ne réagit pas immédiatement avec bienveillance à la nouvelle de la mort de Valentinien II, comme il aurait pu l'espérer. À l'été 392, Arbogast se sent obligé de tenter un coup de poker au vu des problèmes à venir. Il se décide à faire alliance avec un certain Eugène, qu'il connaît de la cour de Valentinien en Occident. Alors Eugène est un fonctionnaire originaire d'Auze, dans le Gers moderne, ancien professeur de lettres et surtout un romain pur jus et chrétien modéré. On ne connaît pas trop son passé, sinon qu'il a été présenté à Arbogast par son oncle, le vieux général franc Ricomère, retiré à Constantinople et dont il a été apparemment le secrétaire particulier quelques années plus tôt. Eugène, un bon gars loyal qui coche toutes les cases que ne coche pas Arbogast. La bonne religion, la bonne origine ethnique, la bonne éducation, et peut-être la meilleure de toutes, qui n'est pas clairement évoquée par les textes, mais qui n'a que des avantages pour le franc. Pas de lien connu avec une grande famille noble, pas de grand clan ou de clientèle derrière lui. Un homme cultivé donc, mais pas un poids lourd politique qui pourrait venir gêner Arbogast dans ses manœuvres. Et c'est ainsi qu'à la surprise générale, et peut-être celle de l'intéressé, à l'été 392 à Lyon, le franc fait proclamer son ami Eugène empereur d'Occident. Tout simplement. Il n'y a pas à dire, c'est propre. Belle tentative de mise devant le fait accompli. Vu qu'on a besoin d'un empereur, mais que prendre le pouvoir serait une déclaration de guerre, Arbogast imagine probablement ce bluff pour désamorcer la situation et se sauver. Enfin, c'est ce que je suppose. Oui, parce que même s'il a soi-disant tout le pouvoir, il y a un minimum de formalisme à respecter chez les Romains. On ne peut pas gérer l'Empire comme une ZAD. Il faut des nominations d'officiers civils et militaires pour faire tourner la machine impériale. Il faut des fonctionnaires pour tamponner des papyrus. Et il faut même une tête d'empereur à mouler sur les pièces d'or. Arbogast ne peut juste pas diriger le pays sans avoir de figure officielle qui pilote tout le système. Ne serait-ce que nominalement. C'est quand même l'Empire romain, bordel. Et donc, pour résumer la proposition implicite d'Arbogast, c'est de passer de l'homme de paille de Valentinien II à l'homme de paille Eugène. Sauf que celui-là a quand même le mérite de mieux convenir à Arbogast. Je suis quand même un peu dubitatif sur la manœuvre. Dis-nous en plus, Xavier. C'est probablement l'idée. Même si l'autonomie réelle d'Eugène, homme de paille complet, ou acteur politique s'associant avec Arbogast, reste discutée jusqu'à ce jour, les sources antiques étant contradictoires sur ce point. En tout cas, les ambassadeurs d'Arbogast partent pour l'Est essayer de raccommoder les morceaux. Enfin, les ambassadeurs d'Eugène officiellement, car le franc a compris que quoi qu'il en soit, il était dans son intérêt de se faire discret et de laisser son nouvel empereur proclamer la fidélité de l'Ouest au régime impérial de Théodose. Des ambassadeurs chrétiens donc, pas des francs, qui demandent la reconnaissance d'Eugène officielle et offrent son partenariat sincère à Théodose. Mais Arbogast va déchanter rapidement. Car Théodose est resté totalement silencieux face aux nouvelles perturbantes de l'Ouest. Pas de réaction,
Pas d'approbation, pas de rejet. Théodose, l'ancien protecteur et ami d'Arbogast, se tait et ne reçoit même pas lui-même les ambassadeurs d'Eugène, ce qui n'est déjà pas un bon signe pour le Franc. En fait, la seule réponse vient du préfet du prétoire, le bras droit de Théodose. C'est un certain Ruffin, un catholique zélé, pas spécialement fan d'un païen comme Arbogast, et qui se charge de la discussion diplomatique. Et qui, tout en recevant les ambassades après l'été 392, suit le mutisme de son empereur. À savoir qu'il ne répond rien, ou pas grand-chose. Il gagne du temps, fait semblant de croire à la version du suicide, mais plus important, ne donne aucune directive ni aucun ordre à transmettre à Eugène et à son vrai maître. Et surtout, il n'offre pas de reconnaissance officielle à l'empereur de l'Ouest. Est-ce qu'Arbogast finit par comprendre le message que lui fait passer Théodose par son silence et son refus d'interagir avec ses ambassadeurs ? Probablement. Sauf miracle, il semble que l'empereur de l'Est ne va pas passer l'éponge sur son coup de force contre Valentinien et que tout ça va devoir se trancher dans le sang. Oui, mais personne ne veut vraiment être celui qui déclenche les hostilités. Donc, rien ne se passe à l'automne 392. Ou alors, comme dans les crises précédentes, Théodose se la joue maître du temps. Cunctator, comme un certain Fabius avant lui. Il ne précipite rien, mais n'en pense pas moins. En tout cas, l'automne 392 se déroule avec ce petit manège. Eugène continue d'envoyer des ambassades à l'Est pour forcer la solution diplomatique, et Théodose continue de faire le mort, sans reconnaître ni rejeter son nouvel alter ego à l'Ouest. Un bon jeu de dupes entre les deux empereurs, donc. Et en attendant, Arbogast, lui, repart s'occuper sur la frontière nord en cette fin d'année. Car les Francs libres se sont agités de nouveau cet hiver-là. Comme de bons charognards, il est bien possible qu'ils aient senti l'odeur du sang à des kilomètres de l'action et aient fait le pari que la brouille en train de naître chez les Romains allait leur offrir une belle opportunité. Ce qui serait le plan classique qu'on a déjà entendu au moins une bonne centaine de fois. Mais la recette habituelle va clairement échouer. Parce que la guerre froide qui monte entre l'Est et l'Ouest ne débouche sur rien du tout de concret en 392, ce qui laisse les mains libres à Arbogast. Le maître de la milice, qui a encore toutes ses forces et toutes ses facultés, remonte donc dardard sur Cologne cet hiver-là. Il dégage rapidement la région, lève de nouvelles troupes sur place et se met à poursuivre ses deux anciens ennemis revenus à leurs anciennes rengaines, les roitelets Sunon et Marcomir, car on ne sait pas ce qu'il était devenu du troisième larron, un certain Génobo, de l'autre côté du Rhin. Une campagne éclair qui redonne le contrôle de la rive gauche du fleuve aux Romains et met au pas les tribus de la rive droite. Marcomir laisse d'ailleurs passer les troupes d'Arbogast qu'il suit des hauteurs à bonne distance selon les auteurs, histoire de ne pas se faire écraser en bataille rangée contre un chef si redoutable. La campagne n'a pas d'importance en tant que telle. Elle ressemble aux centaines d'autres opérations militaires des 150 dernières années où, tant que les Romains sont bien organisés et ne pénètrent pas trop loin en territoire germanique, ils peuvent mettre au pas leurs voisins, quand ils le veulent. À deux détails près toutefois. D'abord, Marcomir va refaire une apparition dans la grande histoire des Mérovingiens, alors gardez son nom en mémoire pour la prochaine saison. Et la deuxième, c'est évidemment qu'Arbogast en profite pour recruter à tour de bras des soldats fédérés et des mercenaires chez les Francs en faisant campagne au nord. Des renforts qui vont lui être bien utiles, et vite. Car les choses sérieuses tant attendues se précipitent tout à coup début 393. En janvier, Théodose change de posture brutalement. L'empereur d'Orient, maître incontesté de l'Empire, décide tout à coup de nommer son deuxième fils Honorius, empereur d'Occident. Une nomination publique qui sert de réponse finalement aux ambassadeurs. Si Honorius est empereur à l'ouest, même si ce n'est qu'un adolescent d'une dizaine d'années et qu'il vit à Constantinople, ça veut dire qu'Eugène n'est qu'un usurpateur et que tous ceux qui le soutiennent sont des traîtres. Pas besoin d'en dire plus. C'est le conflit que choisit Théodose qui, une nouvelle fois, va devoir abattre l'empereur de l'Ouest qu'il refuse de reconnaître. Et c'est comme ça qu'Arbogast a dû l'interpréter. D'où sa décision de ne pas attendre une guerre inévitable sur son sol, mais d'aller frapper le premier avant que Théodose ait eu le temps de mobiliser toutes ses forces. Parce que malgré Andrinople, il ne faut pas se tromper. La partie est de l'Empire reste quand même beaucoup plus vaste et beaucoup plus peuplée et armée que la partie ouest.
Et prendre l'Italie est une top priorité en ce sens, pour disposer d'une base militaire et économique solide afin de lancer l'offensive vers l'Est. Et pour gagner la population à leur rébellion, Arbogast et Eugène vont dégainer leur arme de séduction massive, qui peut te faire gagner des points, l'arme fatale du IVe siècle. Ah non, ne me dis pas que tu vas encore parler religion, j'en peux plus là. Et pourtant si, le duo terrible s'achète immédiatement du soutien en Italie avec les aristocrates et le Sénat en implémentant une politique de tolérance religieuse qui répond aux vœux de l'élite à Rome. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que suite à la crise de Thessalonique et à son bannissement temporel par Ambroise, Théodose a mis les bouchées doubles pour se faire pardonner par l'évêque et par la puissance divine. C'est simple, dès son pardon par Ambroise, il s'est mis à attaquer systématiquement les derniers vestiges du paganisme à travers l'Empire. Dès 391, il établit une loi pour interdire toutes sortes de sacrifices et l'accès à tous les temples et sanctuaires païens. En 392, on passe même à un autre cran, avec une nouvelle loi rendant les sacrifices aux dieux passibles de la peine de mort. Et c'est sans parler de sa fameuse décision de 393 que d'abolir pour les 15 prochains siècles les Jeux Olympiques, jugés trop clairement païens à ses yeux. À travers tout l'Empire, les extrémistes côté chrétien se déchaînent, avec le soutien d'un empereur devenu clairement, par choix politique comme par conviction religieuse profonde, ce qu'on pourrait appeler un fanatique. Une vague sans précédent dans l'Empire romain de destruction de temples s'abat sur l'Empire côté Est avec sa bénédiction. Pour les notables restés païens, notamment côté Ouest, c'est la consternation, doublée de la paranoïa devant les exécutions qui commencent à se profiler. Dès leur arrivée en Italie, en avril 393, Arbogast et Eugène percutent vite qu'ils ont là une superbe opportunité. Un moyen simple de trouver du soutien politique et militaire, ce qui est probablement devenu la priorité face au rouleau compresseur Théodose sur le point de se mettre en marche. Arbogast le païen, qui n'a sans doute jamais trop compris les débats improbables autour de la personne de Jésus entre Nicéens, Homéens et Ariens, et son collègue se lance sans tarder dans une politique religieuse tolérante réclamée par l'élite du pays. Il ne persécute sûrement pas les chrétiens, qui sont devenus une force bien trop colossale à ce stade, mais donne tout de suite des gages aux païens par des petits gestes qui font plaisir. À commencer par notre fameux autel de la Victoire, dont Ambroise avait empêché la réinstallation 10 ans plus tôt. Ni une ni deux, on fait revenir le dit autel au cœur du Sénat romain, et on autorise le retour des cérémonies païennes, la reconstruction des temples, comme la remise en place des sacrifices et la nomination de fonctionnaires non chrétiens. Est-ce qu'Arbogast et son compère Eugène se sont lancés dans une grande guerre pour faire triompher le paganisme dans l'Empire ? Franchement non, c'était probablement tout à fait improbable à ce stade de l'histoire. Mais ils ont fait le pari qu'en jouant la carte de la tolérance entre chrétiens et païens, ils allaient s'acheter des amis qui n'avaient pas encore basculé dans le camp définitif de Théodose. Pour Arbogast et les autres, la religion n'est qu'un outil bien pratique pour se mettre autant d'atouts que possible avant le gros conflit qui va inévitablement arriver. Ce qui explique sans doute pourquoi saint Ambroise, en 393, décide de se mettre un peu en retrait à Bologne, loin de toute cette agitation. Et Arbogast n'a probablement d'ailleurs pas intérêt à persécuter un homme aussi populaire. Populaire jusque dans ses propres troupes où on trouve beaucoup de chrétiens. Et l'évêque de Milan, lui, ne veut sans doute pas cautionner une politique pareille. Les deux décident donc plutôt de s'éviter momentanément, puisqu'ils savent que tout va être tranché ailleurs, tranché à grands coups de glaive sur un champ de bataille. Si l'année 393 est l'année des préparatifs, 394 va être celle de la confrontation finale. Difficile de savoir de combien de soldats dispose chaque camp, vu que les données existantes peuvent être interprétées de toutes les manières possibles. Les deux camps ont subi des défaites majeures. Andrinople pour l'Est en 78 et la Save pour l'Ouest en 88, sans compter tous les autres conflits qui ont dû réduire leur force de soldats d'élite, mais le recrutement ne s'arrêtait jamais à Rome, donc difficile de donner l'avantage à l'un ou l'autre pour l'expérience. A priori, l'Est compte la plus grosse partie du demi-million de soldats de l'Empire, du fait de sa population et aussi de la localisation des deux grandes forces armées que sont celles du Danube et de la Mésopotamie. Même si chaque camp ne peut pas mobiliser toutes ses forces, vu que quelqu'un doit bien rester surveiller les frontières, ça laisse quand même l'avantage à Théodose. D'autant que l'Afrique n'a pas suivi Arbogast dans son coup d'État, et que son comès a choisi pour sa part de rallier Théodose. L'autre paramètre,
c'est les troupes auxiliaires bien sûr, mais là encore, pas facile de donner un chiffre. Côté Arbogast et Eugène, on sait qu'ils ont massivement recruté des contingents germaniques du Rhin durant les dernières campagnes, et notamment des Francs, qui comme d'habitude sont réputés pour la solidité de leur infanterie depuis longtemps. Mais le schéma est le même côté Théodose, comme on l'a vu à la bataille de la Save, où des contingents Goths, Alains et Huns ont été tout aussi massivement recrutés pour compléter les légions de Constantinople. Une bataille gigantesque se prépare au printemps 394, mêlant probablement entre 100 et 150 000 soldats, avec peut-être un petit avantage numérique côté oriental. Ce qui expliquerait d'ailleurs la position défensive que va prendre Arbogast dans les Alpes juliennes en Slovénie moderne avec ses légions. Enfin, légions, si on peut dire. Sur le champ de bataille, on aurait du mal à retrouver nos petits avec tous ces contingents de mercenaires. Pour faire une grossière simplification, 394, c'est autant Romains contre Romains que Francs contre Goths qui vont se faire face. Oui, on parle bien de Goths dans le coin est. Goths, car Ricomère n'est pas là. Le vieux général franc, vétéran de toutes les batailles des décennies précédentes, celle des Saules et d'Andrinople, et qui s'est battu avec Arbogast pendant toutes ces années pour le compte de Théodose, a bien été nommé général en chef de l'armée de l'Est, pour terrasser les rebelles d'Occident. Mais le troisième fantastique, approchant des 60 ans, meurt opportunément juste avant le début de l'action. C'est dommage, j'aurais bien vu le combat ultime entre l'oncle et le neveu pour trancher la dispute. On ne peut que saluer la carrière de Ricomère. Officier de liaison de Gratien à ses débuts, jusqu'à généralissime en 392 pour Théodose. Car côté 4 fantastiques, il ne reste plus qu'Arbogast à ce stade, avec les morts successives de Botho, Mérobaude et finalement Ricomère. Arbogast, une fois ses forces réunies à Milan, décide de se positionner stratégiquement. Notre homme n'est sûrement pas un général de pacotille, avec 15 ans ou presque de commandement militaire derrière lui. Surtout, c'est ses anciens camarades de bataille de la Save qu'il affronte désormais, et il connaît la dangerosité que représente la cavalerie barbare en plaine, avec ses archers mobiles, pour foudroyer une infanterie statique et mal protégée. Arbogast prend donc logiquement position dans les Alpes, à la frontière entre Italie et Slovénie moderne, sur une passe étroite qui forme un goulet d'étranglement. Et c'est bien retranché et avec l'arme au poing, sur les bords d'une rivière de montagne connue sous le nom de Frigidus, ou rivière froide en latin, qu'au matin du 5 septembre 394, Arbogast se décide à attendre Théodose. Enfin plutôt l'armée de Théodose, qui se lance à l'assaut dès le 5 de la position fortifiée d'Arbogast et d'Eugène, apparemment sans reconnaissance et sans préparatif. Une journée de combat qui va tourner au véritable massacre côté oriental. L'empereur lance 2 vagues successives de ses contingents d'infanterie goths pour charger des positions bien défendues, en hauteur et tenues par des fantassins d'élite de Francs. Une stratégie extrêmement coûteuse pour les Goths qui perdent une quantité terrible de soldats et dont leur chef, un certain Alaric, gardera une sacrée rancune contre les Romains qui ont conduit tous ces hommes au massacre. Est-ce que Théodose a seulement fait une boulette tactique ? Où il a essayé de se débarrasser de ces Goths de malheur qui lui ont pourri la vie depuis 379 en les sacrifiant contre les Francs ? Impossible à dire, mais Alaric le Goth, lui, s'est fait une opinion bien définitive sur la question. Quoi qu'il en soit, l'attaque directe et imbécile échoue donc lamentablement, et les survivants Goths se replient pour rejoindre le reste de l'armée dans la vallée en fin de journée. Au soir du 5 septembre 394, Arbogast et Eugène triomphent. Leur troupe a tenu le choc et ses positions. L'armée de Théodose a perdu un nombre colossal d'hommes et se retrouve bloquée dans un cul-de-sac, en contrebas des lignes ennemies et sans solution pour prendre la passe tenue par les Occidentaux. Pour le maître de la milice, l'occasion est trop belle d'en finir. Il fait appel à un de ses commandants francs, un certain Arbitio, qui n'a pas de rapport connu avec le méchant conseiller de Constance II, même si rien n'est exclu en la matière. Quoi qu'il en soit, ce dit Arbitio se voit confier un corps de cavalerie, avec mission d'aller encercler l'armée de Théodose et de bloquer toute retraite comme de couper le ravitaillement, ce qui forcément leur permettra d'achever les Orientaux dans les jours qui suivent. Un plan imparable qui va donner une victoire certaine à Arbogast, car l'armée de Théodose est trop usée pour s'opposer à ce mouvement d'encerclement après une journée si désastreuse. Mais, à croire que l'histoire se répète parfois,
car c'est encore une trahison qui va tout remettre en cause. Que ce soit l'effet des prières de Théodose, qui passe sa nuit à implorer Dieu, ou plus pragmatiquement, lors des caisses de l'Orient, Arbitio, qui tient pourtant les clés de la victoire d'Arbogast, accepte de discuter avec les émissaires de Théodose. Et devant le tas d'or qu'on lui promet, lui et ses hommes changent de camp entre la nuit du 5 au 6. Franchement, après Mursa en 353 et la désertion de Sylvain, il faudrait que quelqu'un réalise qu'il ne faut jamais confier l'issue d'une bataille à un officier de cavalerie franque, bordel. C'est toujours la même histoire. Ça se voit que ces gens n'écoutaient pas de podcast. Mais plus sérieusement, on ne le redira jamais assez. La nation franque est une vaste blague au IIIe et IVe siècle. Les troupes de francs, qu'elles soient lettres ou francs libres, fédérés ou mercenaires, ne travaillent que pour un seul maître, c'est-à-dire leur pomme. Rappelons-le encore une fois, il n'y a pas de solidarité ethnique ou de grande nation de francs combattant sous une seule bannière. Pour le coup, Arbogast aurait bien dû connaître ses compatriotes. Et ce jour-là, il a fait une sacrée boulette. Si la désertion d'un régiment de Francs n'est sûrement pas un coup mortel pour l'armée de l'Ouest, c'est un sacré renfort pour le moral des Orientaux après la boucherie du 5 septembre. Au matin du 6, Théodose et ses généraux, ragaillardis par la défection de ce corps de cavalerie, et peut-être disposant de une ou deux informations critiques sur la défense d'Arbogast, déclenchent à nouveau l'attaque contre les forces retranchées de l'Ouest. Mais avec cette fois la conviction de pouvoir l'emporter, si la Providence veut bien à nouveau leur sourire après la nuit de prière de Théodose. Et effectivement, la Providence, ou en tout cas les éléments, vont tout à coup jouer en leur faveur. Car selon la tradition, un vent incroyable se lève au matin du 6 septembre dans la vallée alpine du champ de bataille. Une tempête d'une force indescriptible a soufflé violemment d'est en ouest. Ce vent ultra puissant n'est pas une invention des auteurs en tant que tel. Il est connu sous le nom moderne de Bora et est encore redouté sur les rivages de l'Adriatique. Sa particularité, c'est de transporter de l'air à haute densité venant des Alpes vers la mer en s'engouffrant via les vallées alpines qui lui servent de tunnel d'accélération. Un vent de terre d'une extrême violence et qui produit des rafales pouvant aller au-delà de 200 km/h selon nos mesures modernes. Et que ce soit le résultat des prières de Théodose ou non, il s'avère que la Bora se serait levée au petit matin du 6 septembre 394, soufflant de derrière l'armée de l'Est et leur donnant de l'élan dans l'assaut et étendant la portée de leurs flèches d'une manière considérable. Le vent qui se lève au matin du 6 septembre change du tout au tout la situation sur le champ de bataille. Car côté Arbogast, c'est exactement l'effet inverse. Les auteurs parlent littéralement de flèches bloquées par le vent contraire et des bourrasques arrachant boucliers et armes des mains des hommes. Des anecdotes qui, à défaut d'être 100% confirmées, signifient à minima que l'armée de l'Ouest se retrouve aveuglée par la poussière, le sable et les graviers, poussée par la tornade et incapable d'utiliser utilement leurs armes de jet. Les Francs plient littéralement sous l'impact des Orientaux, disposant d'un élan totalement inattendu grâce au vent magique qui souffle sur la rivière froide. Je tiens quand même à préciser que cette version de la bataille est quand même très contestée par les historiens modernes. Et on abordera la controverse dans l'épisode bonus. Pas la victoire de Théodose, bien sûr, mais l'impact réel de ce vent soi-disant magique. Parce que les deux autres facteurs bien attestés, ceux-là, qui sont le sacrifice courageux d'Ego d'un côté pour affaiblir l'armée d'Arbogast, et la désertion d'une partie des Francs de l'autre, sont sans doute moins populaires aux yeux des auteurs de l'époque. En effet, cela ferait dépendre la victoire du grand empereur chrétien Théodose de l'action de sale traite de barbares païens hérétiques. Deux facteurs critiques pour la victoire, mais pas aussi sexy que celui du super ouragan surprise qui redonne tout le mérite à la providence divine et à la ferveur de l'empereur. Il faut être honnête, il y a sans doute eu du vent ce jour-là, mais pas sûr que c'était le facteur le plus décisif de cette journée. Quoi qu'il en soit, la rivière froide est une véritable déroute pour l'armée de l'Ouest. Le 6 septembre 394, les Occidentaux s'effondrent sous l'effet combiné des désertions des Francs, de l'assaut des Orientaux comme du vent violent de la vallée et déroutent avant la fin de la journée. En une seule bataille, Théodose écrase ses adversaires et reprend le contrôle total de son empire. L'empereur Eugène, plutôt usurpateur maintenant, est capturé immédiatement après la défaite par les troupes de Théodose et malgré ses supplications, se fait trancher la tête sans tarder.
personne ne sera surpris qu'aucune pitié ne lui ait été accordée par l'empereur d'Orient et qu'on lui applique le même tarif qu'à Magnus Maximus 5 ans plus tôt. Arbogast, pas dupe de la situation, comme des sentiments de Théodose contre lui, n'attend même pas d'être fait prisonnier. Après plusieurs jours de fuite dans les Alpes, il comprend que sa situation est sans issue. Derrière l'image du franc d'Empire se cache dans le fond un véritable Romain. Mi-septembre 394, le maître de la milice se jette sur sa propre épée et termine ainsi son improbable épopée. La bataille marque donc la fin de la guerre civile de 392 à 394, mais aussi le triomphe total de Théodose et de son intransigeance nicéenne, qui cette fois a triomphé de tous ses ennemis. Un changement de paradigme religieux donc, qui va transformer en profondeur l'Empire romain, et pour toujours. Cette bataille du Frigidaire, Frigidus, ou bataille de la rivière froide si vous voulez être sérieux, tourne aussi définitivement la page incroyable des Francs d'Empire au sommet du pouvoir. 20 ans de succès incroyables pour les Mérobots, les Bothos, les Ricomers et les Arbogastes, finit ainsi balayé par un gros coup de vent dans les montagnes de Slovénie. Le IVe siècle se termine par un sacré crash pour les Francs, après un siècle de succès improbable au sein de l'appareil impérial romain. Une défaite qui va sonner le glas de cette période et de leur étonnant succès. Il est maintenant temps d'entrer dans le tant attendu 5e siècle. Merci d'avoir écouté cet épisode de L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet www.meropodcast.fr ou de nous laisser un message. Et rendez-vous au prochain épisode.